Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui sera présenté par Max Zanardo de chez Passbolt. Max est architecte produit et entreprise solution manager ou alors responsable relations clients pour faire plus simple. Il va nous parler d'un thème très important à l'heure actuelle, c'est la sécurisation des mots de passe et par la même occasion la sécurisation du coup de l'entreprise. Petite note, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure du webinaire. Vous avez un petit espace questions dédié. On y répondra à la fin de la présentation de Max. Max, je te laisse la parole. Merci Magali. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Donc, on va attaquer tout de suite. Donc oui, après effectivement tous mes titres de noblesse, je vais un petit peu me présenter. Donc effectivement, je m'occupe de toute la partie relation client chez Passbolt. Donc globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider les utilisateurs, comprendre leurs besoins en sécurité et voir comment notre solution peut les aider à améliorer ces problématiques. Donc voilà, moi j'ai rejoint la société Passbolt il y a de ça 2 ans. Et donc voilà, si on sera peut-être amené à reparler ensemble dans le futur si vous êtes intéressé par notre produit. Ok, donc le sujet est vaste. On va passer un petit peu de temps sur cette slide. Donc 95% des fuites de données sont dues à des mots de passe. Donc, il y a beaucoup de choses à dire derrière ce chiffre. Il faut savoir que je vais balancer quelques métriques un petit peu pour que vous compreniez, mais les problématiques de cybersécurité, si vous êtes sur ce webinaire, je pense que vous êtes bien au courant. Donc, elles ont drastiquement augmenté ces derniers temps. On peut expliquer ça en partie par le Covid, encore lui, avec une accélération de la digitalisation pour garantir une continuité de service pour les sociétés qui a été un petit peu nécessaire. Et donc, les gens se retrouvant à la maison pour pouvoir travailler, il y a dû forcément, il y a eu des besoins d'accélérer sur le partage de données sensibles, notamment les mots de passe, pour que les gens qui étaient à la maison puissent continuer à travailler comme il se fallait. Mais voilà, dans la précipitation, tout ne s'est pas fait dans les règles de l'art, on va dire. Et donc voilà, il y a donc eu besoin de partager des mots de passe, partager des données sensibles. Et, euh, et voilà, on a beaucoup, on observe énormément de ransomware, donc des personnes qui ont réussi à accéder à vos services et qui ont commencé à implanter des ransomware. On a des tentatives d'usurpation d'identité dans tous les sens. Comme on est à la maison, on est devant un écran, on est via des chats. C'est difficile aussi de vérifier l'identité des personnes. Donc, quelqu'un qui se fait passer pour un responsable chez vous ou une personne juste technique peut faire un petit peu une escaladation de droit pour pouvoir venir voler des mots de passe pour accéder à des services, etc. Donc, c'est une réelle problématique. Je sais bien que 95%, ça peut être un chiffre qui peut faire peur, mais c'est malheureusement la réalité du terrain. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est au-delà de la fuite de données, qui est critique en soi, on a aussi énormément de pertes autour de ces mots de passe en termes de productivité. Parce qu'on a tellement de comptes sur différents systèmes que voilà, c'est vite très problématique de retrouver un petit peu ces mots de passe sur les différents services. Donc, il y a beaucoup de resets de password qui sont opérés par les gens, ce qui fait que voilà, c'est du temps de perdu pour les employés, c'est du temps de perdu pour la société, et c'est du coup une perte sèche de temps de travail qui est faite. Donc oui, voilà, ça fait peur.
Si maintenant on regarde un petit peu les pratiques qu'on peut trouver dans les sociétés, que ce soit à la maison ou même maintenant que les gens sont majoritairement revenus dans les locaux, comment on observe un petit peu les pratiques qui puissent exister pour la centralisation et, euh, et le- et l'utilisation des mots de passe dans une société. Donc, pas rigoler, mais c'est encore répandu beaucoup plus qu'on le croit. Donc, le petit post-it sur le bureau avec les systèmes qu'on accède le plus souvent, hein, donc, par exemple, dé- déverrouiller son ordinateur. Je suis quasiment persuadé que des gens connaissent dans leur société ou même dans leur famille des gens qui ont le post-it de leur password le plus important qui est posé sur le bureau. Euh, Quelque chose de beaucoup plus répandu, la liste Excel qui est dans un dossier accessible par pas mal de personnes, où voilà, tous les systèmes utilisés par exemple dans un département sont sur cette feuille Excel qu'on se passe de collègue en collègue et sans vraiment de contrôle dessus. Le, voilà, le chat, donc, qui existe depuis des années, mais qui a été encore plus accentué avec les meetings virtuels, donc les Microsoft Teams, par exemple, sur un travail à la maison ou même toujours en société. Donc, une personne qui nous demande, ouais, tu peux me partager le mot de passe Twitter de la boîte, je sais plus où il est, ouais, pas de problème, tiens, le voilà. Donc, une information voilà qui transite comme ça, c'est un risque. Aussi, les navigateurs possèdent leur propre système pour sauvegarder ces mots de passe. Euh, c'est très pratique, mais après, d'un point de vue partage, donc c'est bien pour une utilisation, on va dire, personnelle, unitaire, mais après, quand on va vouloir commencer à partager ces ressources, on va avoir des problèmes. Le fichier qui passe, donc celui-là, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais voilà, au final, c'est un fichier chiffré où vous pouvez stocker vos mots de passe, les organiser en dossier, etc. Je vous remontrerai sur la démo du produit tout à l'heure comment on peut l'utiliser, comment on peut aussi euh, faire évoluer ce fichier qui passe. Donc voilà, c'est un fichier qui est chiffré, comme je l'ai dit, et qui est relativement sécurisé. C'est une très bonne solution, mais comme on va voir, qui a ses limites. Donc, si on reprend un petit peu, donc ce qu'on peut trouver dans des sociétés, c'est voilà, tout le monde a fait un petit peu sa cuisine pour gérer ses mots de passe, pour se les partager entre eux. Donc, si on essaye un petit peu de faire le bilan de ça, on se retrouve quand même avec aucune solution qui va couvrir quatre, euh, quatre chapitres, à savoir la sécurité, le partage, l'audit et la confidentialité. Donc, si on regarde, il n'y a pas vraiment de solution qui va donner entière satisfaction pour pouvoir répondre à ces quatre problématiques. Donc, quelle solution nous reste-t-il dans ce cas-là, laquelle on doit choisir? Clairement, pas une de celles-là. Donc, on a les solutions de password manager. Donc, il y en a pléthore sur le marché, vraiment plein de solutions de gestionnaire de mots de passe qui existent. Elles vont vous permettre de centraliser dans un seul outil toutes vos données de mots de passe. Elles vont vous permettre de faire du partage de ces dernières, de garantir aussi un contrôle sur qui accède à quoi. Mais voilà, maintenant, il faut commencer à regarder est-ce que toutes les solutions de gestionnaire de mots de passe se valent. C'est pas évident. Euh, donc, si vous utilisez déjà un gestionnaire de mots de passe, il y a vraiment cette notion de coffre-fort, un coffre-fort pour accéder à vos ressources. Donc, ce qui est problématique avec cette approche type coffre-fort, c'est que
En termes de collaboration, ça reste relativement limité, parce que c'est vous partagez un coffre-fort, vous ne pouvez pas granulairement partager une ressource ou juste un subset de ressources, par exemple un département ou un projet, etc. C'est vite limitant. Aussi, quand vous commencez à vouloir utiliser une solution de gestion de mot de passe centralisée, vous avez aussi peut-être l'envie après d'intégrer un peu plus fortement cette solution dans votre écosystème. Donc, c'est-à-dire mettre en place des outils autour de ça pour pouvoir venir stocker, on va dire, machine to machine. Donc, un système peut écrire dans votre gestionnaire de mots de passe ou récupérer des données. Donc, voilà, les solutions qui existent ne sont pas tous indiquées pour faire ça. Certains le font très bien et certains ne le font pas du tout. Donc voilà, intégration dans vos systèmes. Et voilà, si vous voulez vraiment fermer en accès une certaine partie, sur une gestion type coffre-fort de password, vous allez être très limité. Maintenant, parlons un petit peu, petit clin d'œil ici, parlons un petit peu de confidentialité et de confiance, puisque bien évidemment, si vous choisissez une solution de gestionnaire de mot de passe, vous voulez quelque chose de robuste en qui vous allez avoir confiance. Une solution qui ne va pas potentiellement lâcher des données dans la nature. Donc là, le petit clin d'œil à l'ASPAS, il est quand même pas anodin, puisque c'est quand même un acteur assez bien établi sur le marché, et c'est pas la première fois qu'ils sont piratés. Donc voilà, jusqu'où on peut aller en termes de confiance, surtout si vous choisissez un produit de type SaaS, donc c'est-à-dire un produit qui est totalement hébergé, où vous êtes juste consommateur et vous n'avez aucun contrôle sur les données. Donc sur les acteurs du marché, la majorité, l'immense majorité, se situe aux États-Unis, propose des outils de type SaaS et avec les comptes, avec une GDPR quasiment inexistante, puisque eux n'y sont pas soumis aux États-Unis. Donc c'est pour ça que nous, on a développé notre petite solution européenne, Made in Luxembourg. Donc, je vais vous parler un petit peu maintenant. Donc, nous, vraiment, le point d'attention a été sur plusieurs points. La partie confidentialité et la partie sécurité. Donc, nous proposons, nous, un outil qui est open source. Donc, l'open source, c'est un terme que vous avez très certainement entendu, qui veut dire que l'entièreté de la solution est open source. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez consulter le code source sur Internet. Si vous avez un département technique, ils peuvent très bien télécharger la solution, regarder comment elle fonctionne, même la modifier. Ce n'est pas quelque chose de propriétaire fermé qui n'est pas observable, on va dire. Je vais revenir après sur la partie, les autres points d'attention, comme par exemple le fait que vous pouvez l'héberger dans vos locaux. Sans que nous, on ait la moindre information de ce que vous en faites. Donc voilà, d'un point de vue confiance, là, on est sur vraiment une autre dimension. Nous, on n'a aucun tracker qui va permettre de savoir ce que vous faites avec notre solution. Vous pouvez vraiment avoir ça dans vos locaux de manière totalement ouverte et sécurisée. Donc, nous, on ne fonctionne pas sur un système de partage de coffre-fort, donc ShareVault. Je vous montrerai après dans la démo. On est vraiment sur un partage unitaire d'un mot de passe ou d'un ensemble de mots de passe. C'est très granulaire. En plus de ça, donc vous avez une visibilité sur qui accède à quoi, quand et avec quel type de droit. Donc, si vous voulez commencer à construire des rapports d'audit pour savoir pour en savoir un petit peu plus sur l'utilisation de vos mots de passe, c'est tout à fait possible, puisque toutes ces informations sont sauvegardées dans la base de données et peuvent être consultées et peuvent être après présentées dans un rapport, etc.
Donc, comme je l'ai dit, la solution est open source. Donc, si vous avez des serveurs Linux dans votre société, que vous utilisez un cloud qui soit américain ou autre, vous avez la possibilité d'héberger vous-même la solution, de contrôler comment cette solution est accessible. Donc voilà, si vous avez déjà des applications qui sont dans un réseau fermé uniquement accessible dans votre société, vous pouvez très bien rajouter Passbolt au milieu de ces dernières, derrière vos règles de firewall, derrière vos règles réseau, c'est tout à fait possible. Et ça vous donne vraiment un ownership, donc vraiment vous, vous êtes vraiment en contrôle de l'intégrité de vos données qui vont être dans la solution Passbolt. Donc, on supporte la majorité des distributions Linux, images Docker, etc. Et le produit est suffisamment versatile pour pouvoir même tourner sur un petit Raspberry Pi. Donc voilà, vraiment le produit a été pensé pour être léger et être facilement installable sur les différentes distributions. La sécurité, bien évidemment, on est sur un gestionnaire de mots de passe, donc la sécurité se doit d'être importante pour être en pleine confiance de comment sont traitées vos données. Donc nous, on a une solution qui est chiffrée de bout en bout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Ça veut dire que sur le réseau ne va transiter que des données qui vont être chiffrées. Donc, il n'y a pas de déchiffrement de mots de passe ou de mots de passe en clair qui vont être sur côté serveur. Toutes ces opérations, j'en reparlerai un petit peu dans la démo après, toutes ces opérations vont s'opérer à l'intérieur du client, donc à l'intérieur du navigateur, à l'intérieur du téléphone et jamais sur le serveur. C'est très important et c'est ce qui garantit vraiment le côté chiffrement de bout en bout, end-to-end. Autre chose, petite parenthèse technique. Donc, nous appuyons sur un chiffrement qu'on appelle asymétrique. Donc, c'est-à-dire que vous avez une clé qui va être utilisée pour le chiffrement, qui va être dans le navigateur ou téléphone, et une clé une clé de déchiffrement et une clé de chiffrement qui, elle, sera sur le serveur, qui, elle, va être utilisée justement pour pouvoir garantir un partage simplifié et sécurisé de ces données. On n'a pas réinventé la roue. On s'appuie sur un chiffrement qui est un standard du marché, OpenPGP, qui est connu, éprouvé et interopérable, donc c'est-à-dire qu'il peut être utilisé sur d'autres systèmes. Nous faisons auditer notre solution de manière très régulière. Comme précisé ici, il a été audité plus de 8 fois les 18 derniers mois. Donc, les rapports d'audit ne sont faits par nous en interne, mais également par des organismes indépendants. Donc, on travaille avec Cure53. Donc, ce sont des chercheurs allemands indépendants qui sont leaders dans le marché, qui ont déjà audité d'autres solutions de gestion de mots de passe. Donc voilà, on a rajouté une petite note sur ce qu'ils pensent de notre travail, etc. Mais tous nos rapports d'audit sont consultables en ligne sur notre site d'aide. Pour vous faciliter l'accès, je peux vous partager ces liens si ça vous intéresse. Autre point à noter, donc nous sommes SOC 2 type 2 depuis le début de cette année, donc c'est-à-dire que tous nos flux internes, toute notre méthodologie a été auditée et certifiée. Donc, ce rapport d'audit est disponible à la demande si vous êtes intéressé, si c'est quelque chose qui est indispensable pour vous. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour en savoir plus. Le petit badge Cyber Security Made in Europe. Donc, il faut savoir que l'année passée, peut-être que vous avez vu passer ça dans la presse locale, nous avons reçu le titre de meilleure startup de l'année passée par European Cyber Security Organization. Donc, c'est
C'est vraiment une organisation qui a pour but de promouvoir les sociétés européennes pour justement oui, mettre en avant le savoir-faire européen et on a été vraiment très content de recevoir ce prix. Pour le label Cyber Security Made in Europe, savoir qu'on était les premiers à le recevoir à la création de ce label qui est assez récent. Parce que voilà, encore une fois, vous êtes présents à ce call, c'est pas anodin. Il y a une réelle il y a un réel engouement tout à fait légitime autour de la cybersécurité. Donc l'Europe essaye de mettre vraiment l'accent dessus et donc fait la promotion de sociétés européennes. Donc l'outil est disponible sur la majorité des clients existants, donc navigateurs type Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, etc. De même, nous avons des applications natives sur iOS et Android pour faire aussi le remplissage automatique de vos passwords sur ces devices. Petit pour les développeurs et gens du technique dans le call, sachez que vous pouvez également utiliser notre outil pour créer des scripts, pour consommer des secrets, consommer des passwords depuis des applications, depuis des systèmes. Donc, l'outil est une grosse API. Donc, qui dit API dit outil qui peut être mis autour de ça pour pouvoir communiquer avec cette API et récupérer des secrets. Donc, on a des use cases, on a des exemples d'utilisation de notre API avec des scripts Ansible, par exemple, ou l'utilisation dans une pipeline CI/CD de GitLab, par exemple, pour récupérer des secrets. On a des SDK qui sont présents dans différents langages de programmation. Donc, si vos équipes techniques veulent se pencher sur le sujet pour ajouter un gestionnaire de mots de passe au milieu de votre écosystème, c'est simplifié grâce à ces SDK et ces clients command line. Donc, ne pas hésiter. OK. Donc, je vais passer maintenant à une petite démo du produit. Comme vous pouvez voir, tout le budget marketing est passé dans l'animation du smiley. Alors, 2 petites secondes, je vais déplacer la fenêtre. Hop. Alors, j'espère que c'est bien visible. Je vais peut-être augmenter un petit peu la taille pour que ce soit mieux. Donc, on voit très bien, Max. Hein. Super, merci. Donc, nous utilisons une browser extension pour pouvoir garantir différents éléments de sécurité. Donc, je vais passer un petit peu de temps à parler de cette partie. Donc, il y a 4 raisons derrière l'utilisation d'une browser extension. 3 qui ont attrait à la sécurité, qui est quand même primordial pour un gestionnaire de mots de passe, et une, on va dire, pour la praticité, pour la user experience. Donc, le premier point, comme j'ai dit, c'est que pour garantir le côté chiffrement de bout en bout, c'est les opérations de crypto, donc de chiffrement-déchiffrement, doivent être faites côté client, donc à l'intérieur du navigateur. Donc, c'est grâce à la browser extension qu'on peut faire ça. Donc, toutes les opérations cryptographiques sont faites dans la browser extension. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de clés privées, clés publiques. Donc, à chaque fois que vous créez un utilisateur, une clé privée va être générée. Cette clé privée va être stockée à l'intérieur de cette browser extension. Donc, va agir comme espace sécurisé pour votre clé privée et garantir du coup sa protection. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est que l'interface, toute l'interface est générée par la browser extension. Donc, voilà, ça va. Je vais être un tout petit peu technique, je m'en excuse, mais il faut savoir que quand vous allez, par exemple, sur un site web ou sur un gestionnaire de mots de passe où tout est généré par le serveur, si
pour X ou Y raison, le serveur vient à être compromis par un attaquant, comme par exemple ça a pu il y a eu compromission des serveurs LastPass, mais voilà, ça peut arriver à d'autres. Rien n'empêchera un attaquant de venir injecter un fichier qui va être chargé sur tous les navigateurs des gens qui vont accéder au service. Et rien n'empêche de pouvoir récupérer vos passwords, sachant comme il peut injecter des fichiers. Donc, c'est un exemple récent pour faire un peu un parallèle. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il y a eu récemment avec ce qu'on appelle l'attaque de spelljacking. Donc, c'est-à-dire que euh, sur Google Chrome, il y a la correction automatique quand vous tapez quelque chose et un appel était envoyé au serveur de Google avec tout ce qui était tapé dans les champs pour but, je suppose, de machine learning, d'améliorer les systèmes, etc. Mais ça veut dire que même les champs de type password étaient envoyés au serveur de Google. Donc ça, ce comportement, donc d'envoyer des informations sans que vous le sachiez à des serveurs, ça peut être fait justement si un attaquant vient injecter un fichier dans votre passbolt. Donc ça, c'est quand même très problématique. Et nous, on garantit justement que ça ne puisse pas arriver puisque toute l'interface est servie par cette browser extension. Donc on a une maîtrise de bout en bout, hein, puisque cette browser extension vient des navigateurs des web stores, donc de chez Chrome, Edge, Firefox, etc. Donc, eux garantissent que quand vous récupérez la browser extension, elle n'a pas été altérée entre-temps. Le contenu de cette browser extension vient de nos développeurs ici et ils signent tous leurs commits. Donc, comme pour la viande, j'ai envie de dire, on a une traçabilité depuis nos développeurs jusqu'aux utilisateurs finaux. Il y a vraiment une maîtrise de bout en bout de la traçabilité du produit en garantissant qu'elle n'a pas été altérée. Donc voilà, ça c'était mon troisième point. Le quatrième, celui-là sera plus sur l'injection de ces password dans des web applications et dans des sites internet. Donc là, si par exemple, je vais sur LinkedIn, on peut voir qu'on a une petite icône Passbolt qui apparaît sur les formulaires. Donc ça, c'est comme on a une browser extension, on peut interagir avec le navigateur, détecter quand on voit des formulaires de type email, username, etc., type password, pour pouvoir venir injecter notre petite icône. Et comme je vous montrerai après, faire une détection, OK, je suis sur tel site, je suis sur tel système, je connais un mot de passe qui est relatif à ce domaine-là et je peux l'injecter dans la page. Donc voilà, ça c'est le dernier point de pourquoi nous demandons l'utilisation d'une browser extension. Donc là, je vais me connecter à un compte. Donc, encore une fois, moi, je suis relativement transparent. Je vais vous dire ce qu'on ne fait, ce qu'on ne fait pas. Pour le moment, comme vous pouvez voir, j'ai dû taper un master password pour accéder à mon compte. D'ici la fin de ce mois-ci, on prévoit de mettre à disposition donc une connexion SSO. Donc, par exemple, d'utiliser votre compte Azure pour pouvoir accéder au système. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive ce mois-ci. Mais voilà, encore une fois, je vais être relativement transparent. Et si vous avez des questions, d'ailleurs, après très précises, n'hésitez pas à les poser. Je serai le plus transparent possible. Donc, quand vous accédez à votre système, vous voyez la liste des mots de passe auxquels vous avez accès, ainsi que des dossiers qui permettent un petit peu d'organiser ces différentes ressources. Alors, je m'excuse par avance, il y en a qui un petit peu m'ont partagé un petit peu n'importe quoi. Donc, je vais reprendre l'exemple initial d'un qui passe dans une société, parce que faut savoir que les fichiers type qui passent sont relativement répandus dans les sociétés. Donc, comment vous pouvez par exemple passer d'un qui passe vers Passbolt. Donc, c'est-à-dire comment vous pouvez commencer à centraliser
vos passwords existants pour les mettre dans un outil. Donc là, j'ai un exemple où j'ai un projet, donc un dossier qui contient les passwords relatifs à un projet, avec différents dossiers et sous-dossiers, avec différents passwords à l'intérieur relatifs à ce projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir importer ce fichier. Donc, vous pouvez importer des fichiers qui passent, comme vous pouvez aussi importer des fichiers CSV. Donc, encore une fois, pour reprendre deux exemples que j'ai cités initialement, donc la partie Excel, vous pouvez exporter votre Excel en CSV. Et si vous sauvegardez vos mots de passe dans les navigateurs, il y a aussi des options qui existent. On a des pages d'aide qui vous expliquent comment le faire sur chaque navigateur. Vous pouvez exporter les mots de passe qui sont de votre navigateur en format CSV pour après venir les importer dans notre système. Donc là, si je viens chercher mon fichier qui passe, donc mon fichier qui passe est protégé par mot de passe, donc je peux venir le débloquer. Donc là, on va respecter la structure de dossier qu'il y avait dans ce fichier qui passe. Donc, on se retrouve vraiment avec mon projet qui est ici, et je peux venir après faire du drag and drop pour venir chercher l'information qu'il me faut, puisque comme on peut voir, on a un petit peu de bruit sur l'import, donc on peut bien évidemment supprimer ces éléments-là et reprendre après mon projet. Donc, quand vous l'importez au début dans le système, uniquement vous avez accès à ce projet. On voit bien qu'on a gardé la même structure de dossier. Vous avez la possibilité après de venir partager ce dossier. Donc, vous pouvez le partager soit à des personnes uniques, soit à des groupes. Donc voilà, vous avez différents niveaux de permission. Soit vous avez l'accès en lecture seule, donc c'est-à-dire que les personnes de ce groupe développeur auront la possibilité d'accéder en lecture aux métadonnées d'un mot de passe, donc le nom d'utilisateur, l'URL relatif au password, etc. Et bien évidemment le password. Ou accès en modification, donc modifier les métadonnées, modifier le password, aller même jusqu'à la suppression du mot de passe, ce sera possible. Et la différence entre la partie modification et ownership est que uniquement les owners peuvent partager ou départager avec des personnes et des groupes. Donc c'est comme ça que vous garantissez qui contrôle un petit peu la ressource pour qu'elle soit partagée plus fortement ou pas. À savoir que c'est pas parce que vous êtes le créateur du dossier que vous êtes le owner unique. Le owner peut très bien être un groupe ou plusieurs owners. Je pourrais bien évidemment mettre Betty ici comme owner avec moi. Il n'y a pas de problème particulier avec cette approche. Donc là, quand je vais sauvegarder, ce qui va se passer un petit peu ce qui va se passer derrière, c'est qu'on va aller prendre chacun des mots de passe et on va aller chiffrer chacun de ces mots de passe spécifiquement pour les utilisateurs que j'ai précisés dans la liste. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que on n'a pas un seul mot de passe en base de données et après on vient greffer des gens dessus. C'est plutôt on a un mot de passe et on utilise les clés spécifiques de chacune des personnes pour chiffrer une version unique de ce mot de passe sur chacune des personnes qu'on a sélectionnées dans la liste de partage. J'ai mentionné précédemment le fait que on n'avait pas une approche de type coffre-fort, mais qu'on pouvait faire vraiment un partage granulaire. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'on peut potentiellement avoir des données sensibles. Donc, on n'a pas forcément envie que cette partie-là soit accessible à tout le monde. Donc, dans un sous-dossier ou même sur un password spécifique, on peut venir modifier les règles de partage pour dire, OK, non,
pour ces passwords-là, je ne veux pas que le groupe développeur puisse accéder à ce qui est relatif à accounting. Donc, si on regarde après dans la liste des partages, ça veut dire que là, il n'y a plus que moi et Betty sur ce dossier accounting, mais ça n'a pas du tout altéré les autres dossiers qui étaient autour et passwords qui étaient autour de ça. C'est vraiment, on peut cibler précisément un sous-ensemble de dossiers ou encore une fois même des passwords spécifiques et venir jouer avec le partage de ces derniers. Donc ça, c'est assez important. Si je prends quel mot de passe on va les prendre? Je vais juste prendre celui-là. Donc c'est juste pour vous parler un petit peu des différents champs qui sont disponibles actuellement. C'est quelque chose qui a vocation à évoluer, mais voilà, pour le moment, c'est ce qui est disponible. Donc vous avez bien évidemment le mot de passe qui est associé à ce password, le password, bien évidemment. Ce qu'on appelle l'URI, donc c'est URL ou ça peut être aussi une IP de serveur, comme c'est le cas ici. L'endroit dans lequel il se trouve. On a une description, donc la description est aussi un champ qui est chiffré au même titre que le mot de passe. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de la description, vous allez pouvoir mettre d'autres données sensibles, je sais pas, numéro de carte de crédit, Secure Note que vous voulez partager avec des collaborateurs. Donc voilà, c'est chiffré au même titre que le mot de passe. Donc voilà, des données sensibles peuvent être mises à l'intérieur. Liste des partages, on a vu. Partie tag, donc on a différents types de tags. On a soit des tags personnels, soit des tags partagés. Donc, par exemple, vous voulez donner une indication spécifique sur une liste de mots de passe qui sont ventilés dans différents dossiers. Vous pouvez leur donner un tag partagé, par exemple, comme ici, un asset pour dire que c'est quelque chose qui a trait à la production. Mais après, c'est vraiment à vous de définir. Mais le fait de rajouter ce hashtag veut dire que toutes les personnes qui ont accès au mot de passe verront aussi ce tag production. Donc, il pourra être utilisé pour changer le filtrage de la liste des mots de passe que vous avez pour pouvoir venir juste lister, par exemple, dans l'exemple ici, les assets de production. Donc voilà. Commentaire, rien de particulier à dire de ce point de vue-là. Vous pouvez indiquer des changements opérés, demander, par exemple, si vous n'êtes pas honneur, Max, est-ce que tu peux me partager ce mot de passe à tel groupe parce qu'ils en ont besoin, etc., etc. Donc voilà, c'est un espace de partage. J'ai mentionné précédemment la partie audit, que chaque action dans l'outil était tracée. Donc là, vous pouvez retrouver une partie de ces informations ici. Donc ici, vraiment, vous allez avoir tout le cycle de vie de votre mot de passe. Donc depuis sa création, dès que vous allez accéder au mot de passe, dès que vous allez partager l'outil. Donc là, si par exemple je reviens sur accounting, sur la partie activité du dossier. Donc là, on voit bien, j'avais ajouté développeur et Betty et à telle date, j'ai enlevé l'accès lecture du groupe développeur. Donc voilà, vous allez vraiment pouvoir retrouver ces activités, ces logs d'activité sur chacune de vos ressources de type mot de passe ou de type type dossier. Voilà, possibilité aussi d'exporter, puisque c'est bien de pouvoir importer, mais si jamais vous avez un besoin spécifique de venir exporter parce que vous avez besoin d'avoir une sauvegarde à froid pour X ou Y raison, vous avez la possibilité d'exporter aussi les mots de passe. L'utilisateur, je vais rapidement passer sur cette partie-là puisqu'il n'y a pas beaucoup à dire. Donc, vous pouvez créer des utilisateurs et des groupes. Je reviendrai juste sur comment ils peuvent arriver, ces utilisateurs, si vous en avez beaucoup. Dans chacun de ces groupes, vous pouvez définir qui est membre et qui est groupe manager. Donc, un groupe manager va pouvoir venir ajouter des utilisateurs dans le groupe et donner l'accès
au mot de passe ou au dossier auquel ce groupe a accès, sans forcément être un admin. Partie administration, justement, donc possibilité de gérer, de rajouter des multifactor authentication, donc ce qu'on appelle TOTP, donc c'est ce que vous avez avec Microsoft Authenticator, Google Authenticator, AOT, enfin bref, plusieurs outils. Donc c'est les 6 chiffres qui tournent toutes les 30 secondes. Vous pouvez mettre ça sur comme MFA. Clé physique YubiKey et Cisco Duo. C'est un service payant de Cisco. Je mentionnais vite fait tout à l'heure, donc vous avez la possibilité de venir connecter Passbolt avec votre Active Directory pour faire ce qu'on appelle le provisioning des utilisateurs et des groupes. Donc, dans votre Active Directory, vous pouvez définir une liste de groupes de personnes et venir synchroniser cette liste de votre Active Directory dans Passbolt. Ce qui fait que la golden source peut être de vos utilisateurs et de vos groupes peut rester dans votre Active Directory, comme vous l'utilisez très certainement sur d'autres systèmes. Et dès que vous venez ajouter ou enlever une personne dans votre AD, elle va être synchronisée après dans Passbolt. Ce qui fait que voilà, quand vous avez une multitude d'utilisateurs et c'est juste pas pensable à chaque fois d'aller dans l'outil supprimer ou rajouter à la main chacun des utilisateurs. Donc, on facilite cette manutention par cette synchronisation. Possibilité de jouer un petit peu avec les notifications email, hein, puisque pour réduire un petit peu le bruit de toutes les notifications qu'on peut avoir. Donc, rien de passionnant à dire de ce point de vue-là. Possibilité de traduire l'outil globalement, de mettre la langue d'une langue par défaut différente de l'anglais. Donc, comme on est open source, cette partie-là est aussi collaborative. Donc, on a par exemple en ce moment pas mal de traductions qui sont faites ou en cours. Donc voilà, si l'envie vous en prend, n'hésitez pas à partager, à venir nous aider à traduire un petit peu l'outil. La clé de souscription, donc sachant que vous pouvez utiliser l'outil de manière totalement autonome, indépendant dans vos locaux pour garantir l'utilisation de l'outil en version pro, on va vous demander une clé de souscription. Donc cette clé vous garantit l'utilisation du produit sur une durée pour un nombre d'utilisateurs défini. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez essayer à nous contacter pour qu'on vous donne une clé de licence. Mais ça, on en parlera peut-être sur la fin. Account Recovery, donc par rapport à notre modèle de sécurité, comme vous avez compris, il y a une clé privée et il y a un master password qui vient débloquer cette clé privée. Si jamais vous n'avez pas cette fonctionnalité et que vous perdez, par exemple, votre master password, vous ne pouvez plus accéder à votre compte. Ça va de soi. Mais ce qui veut aussi dire que comme on chiffre chacun des mots de passe avec cette clé, si vous ne pouvez plus utiliser cette clé, ça veut dire que vous ne pouvez plus avoir accès au mot de passe du tout. On n'a pas un système de forget my password, etc., puisque ça introduirait une brèche de sécurité qui est non négligeable. Donc, quand on n'a pas d'account recovery, cette feature-là activée, la seule solution qu'on a, c'est de supprimer l'utilisateur, le recréer et repartager des mots de passe avec cet utilisateur. Mais ça veut aussi dire que si on avait des mots de passe privés non partagés, ils sont malheureusement perdus. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette feature. Donc, cette feature permet vraiment de garantir un recouvrement sécurisé de son compte grâce à un chiffrement d'une super clé, on va dire, qui va vous permettre de recouvrir accès à votre compte avec l'aide d'un administrateur qui aura cette super clé. Donc, il y a des vidéos qui sont présentes, qui rentrent beaucoup plus dans le détail. J'ai pas vraiment le temps de rentrer dedans, mais n'hésitez pas à poser la question si ça vous intéresse pour que je vous partage un petit peu ça. Donc, j'ai parlé des types d'installation, donc à savoir qu'on a plein de guides d'utilisation pour pouvoir utiliser l'outil en hébergement seul. Donc, comme vous pouvez voir hein, ici, c'est quelques lignes de code qui sont nécessaires pour pouvoir lancer un serveur.
encore une fois, multitude de paquets Linux qui sont disponibles si vous voulez utiliser sur n'importe quelle distribution. Ne pas hésiter à utiliser notre site d'aide pour voir pour avoir un peu de guide. Euh, Rapport d'incident, je parlais de transparence tout à l'heure. Donc là, tous les incidents que l'on a, donc je parlais du spelljacking tout à l'heure, mais dès qu'on fait un audit de sécurité, ces audits de sécurité sont accessibles. Là, on ne les modifie pas, on les met tels qu'on les a reçus euh, par Cure, par exemple ici, et on publie avec ce rapport de sécurité le mitigation plan qu'on a pour justement assesser les risques qui ont été reportés. Donc dire soit ça a été fixé dans telle ou telle version, soit on considère qu'on va pas le faire parce que c'est anecdotique ou pour nous ça ne représente pas une menace suffisante pour entreprendre peut-être des travaux beaucoup plus importants de changement d'architecture logicielle, etc. Mais en tout cas, voilà, on est relativement transparent sur tous ces éléments. Donc, ne pas hésiter à venir consommer cette partie-là. On a aussi un blog qui montre, enfin, voilà, on a une communication sur le produit, mais on communique aussi également sur des use cases qu'on a observé, qu'on a fait pour certains de nos utilisateurs, certains de nos clients. Je parlais notamment tout à l'heure d'un point de vue technique de la CI/CD et d'Ansible. Donc, on a des articles qui expliquent comment vous pouvez utiliser l'outil dans différents contextes. Donc, c'est pareil. Ne pas hésiter à aller regarder pour si ça peut vous donner des idées ou si après vous voulez même entreprendre vos propres use cases et les partager. On est très friand de ça, donc n'hésitez pas. Donc voilà, je vais laisser un petit peu le temps qui reste pour des questions éventuelles. Donc euh, déjà, je vois que tout le monde est resté. Merci beaucoup. Donc maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci Max. Effectivement, on a eu quelques questions. Alors, je vais essayer de les traduire, enfin, en tout cas de les lire, parce que je les ai peut-être pas forcément toutes compris, parce que je ne suis pas aussi technique que toi. Alors, première question, je pense que c'était quand tu parlais de l'Active Directory. Est-ce qu'après Ouais. avoir importé des groupes Active Directory, on peut utiliser ces groupes pour partager des mots de passe seulement à un groupe précis? Oui, bien évidemment. Oui, oui. Donc là, dans votre Active Directory, par exemple, partons du principe que le groupe développeur était vraiment un groupe Active Directory qui contient ici deux utilisateurs. Si on crée un mot de passe, donc là, test. D'ailleurs, je vais pas parler du password generator. Donc on a bien évidemment un password generator qui garantit une génération sécurisée de vos mots de passe. Euh, mais donc, une fois que vous avez ce mot de passe-là, vous pouvez bien évidemment partager uniquement à ce groupe-là et uniquement ce groupe développeur de votre Active Directory pour y avoir accès. J'espère que ça répond à la question. Je ne sais pas si j'ai accès à un chat ici. Voilà. Autre question. Donc, je lis tel quel, hein. Mhm. Je vois Passbolt bien pour notre gestion de mots de passe utilisateurs dans différents départements. Pour mon utilisation IT infrastructure, j'aurais besoin aussi d'un accès offline pour garantir aussi un DRP. Est-ce possible? Alors, pas pour le moment. Comme dit, hein, je vais être très transparent. Pour le moment, on demande une utilisation en ligne pour toute la partie audit login. Mais voilà, c'est pas la première question qu'on reçoit avec sur une utilisation offline. Donc, c'est prévu pour nous dans les 6 prochains mois de travailler sur un client type desktop, qui sera vraiment, que vous téléchargerez comme une application, qui lui vous permettra d'avoir une sauvegarde froide de vos mots de passe. Donc, on est en train de réfléchir sur le sujet pour justement peut-être
sélectionner qu'une liste restreinte et peut-être aussi pour certains types d'utilisateurs, pour pas avoir l'entièreté des mots de passe qui soient en sauvegarde froide et utilisation offline, mais juste peut-être une liste critique, encore une fois, que pour certaines personnes. Super, merci Max. J'espère que ça a répondu à la question. Autre question, est-il possible de créer un partage temporaire limité dans le temps? Non, pas encore. Donc c'est pareil. C'est toutes des questions qui reviennent régulièrement, que ce soit les partages temporaires ou les partages euh, les partages publics, on va dire, parce que là, comme vous l'avez compris, il faut un compte pour pouvoir accéder à un mot de passe. Il y en a plein qui nous demandent, par exemple, en disant, bah, j'ai des consultants dans ma société, j'ai pas nécessairement envie de leur créer un compte. Comment je peux leur faire un partage rapide? Donc, on est en train de réfléchir sur ces problématiques. Peut-être que j'aurai peut-être un peu de temps pour parler de la roadmap brièvement après, mais en tout cas, c'est prévu. L'année prochaine, peut-être, ça va dépendre un petit peu de l'engouement, parce qu'il y a des features qui sont beaucoup plus demandées que celle-là, mais en tout cas, oui, c'est sur notre radar. Eh ben justement, parle-nous des prochaines fonctionnalités de PassVolt. Quelle est la roadmap Oh, sur les 6 prochains mois, disons? ok. Alors, donc comme je vous ai parlé de SSO, donc SSO avec Azure, donc ça c'est quelque chose qui est assez imminent. Donc voilà, on est en train de finaliser un petit peu cette partie développement. Donc vous aurez la possibilité d'aussi de synchroniser vos utilisateurs et groupes depuis Azure. Donc ça voilà, j'en parle pas trop. Euh, Après, on va mettre en place la possibilité pour les admins notamment de définir un petit peu plus de policy pour pouvoir avoir un peu plus de contrôle, notamment par exemple pouvoir rajouter la possibilité de forcer l'utilisation d'un MFA, puisque à l'heure actuelle, c'est au bon vouloir de l'utilisateur de l'activer ou pas. Très recommandé, mais en tout cas, c'est pas obligatoire pour le moment. Donc, si vous voulez le rendre obligatoire, on donnera l'option. Euh, la possibilité aussi de mettre ce qu'on va appeler un default co-owner, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a un accès en propriété sur le mot de passe ou sur le dossier par défaut et qui ne sera pas possible d'être enlevé. Donc ça nous est demandé pour garantir justement qu'il n'y ait pas de password personnel important qui n'ait pas été partagé. Donc ça, c'est quelque chose qui est énormément demandé. Donc on va rapidement le proposer. Autre chose aussi, c'est création de policy autour du mot de passe. Donc, par exemple, dire que on veut, bon, le terme est un peu barbare, pardon, d'entropie minimale, mais en gros, c'est la puissance du mot de passe. On veut vraiment s'assurer que les passwords qu'on va avoir dans notre base de données auront une force minimale. Et si ce n'est pas le cas, pardon, par exemple après un import, avoir une catégorie qui dise, OK, donc là, ça, c'est la liste de tous mes mots de passe qui sont, enfin, en tout cas, ceux qui sont marqués comme non sûrs parce que ils ont été compromis, parce on est venu les mettre en face de services qui disent qu'il y a une fuite sur tel site internet ou parce qu'ils n'atteignent pas le requirement qui a été défini par la société. Donc voilà, ça, c'est des petites features qu'on va rajouter bientôt. Donc, ça va être le focus des prochains mois et avec, comme j'ai dit aussi, la réflexion sur la desktop app pour l'utilisation offline. Merci Max. Nous avons encore 5 petites minutes pour les questions. Est-il possible de changer en une fois toutes les entrées qui utilisent le mot de passe AD de l'utilisateur? Utilisation une fois. J'essaie donc, c'est de faire de forcer une rotation sur les mots de passe. Voilà. J'aurais besoin d'un petit peu de précision pour cette question. C'est est-ce qu'on parle de se connecter à un système pour faire une rotation de mot de passe ou c'est faire des changements, on va dire, multiples depuis l'outil pour, par exemple, mettre à jour les mots de passe? J'aurais besoin d'un petit peu de précision.
Écoute, je vais contacter l'auteur de la question Ouais. à part. Je vais passer à une autre question, comme ça on pourra y revenir après. Euh, Tu as parlé beaucoup de confidentialité. Comment Passbolt la garantit? Ouais. Donc comme dit, nous on n'a aucun mouchard sur le système, hein. Donc si vous choisissez de l'utiliser dans vos locaux, sachez que ça va fonctionner vraiment comme une boîte noire. Il n'y a aucune communication qui part vers nos serveurs. Ça peut fonctionner totalement en autonomie, même sans Internet. Même si vous n'avez pas Internet, l'outil peut fonctionner. Puisque, comme dit, il n'y a aucune communication externe qui est faite vers chez nous. On a même d'ailleurs des clients qui l'utilisent dans un environnement sans Internet, dans des salles serveurs ou même, ou même on a des clients en Antarctique sur les labos. Les labos de recherche où la plupart du temps c'est en utilisation offline et après, on a mis en place avec eux des scripts pour venir un petit peu resynchroniser pour avoir des backups. Mais oui, l'outil peut fonctionner comme ça. Donc, ce qui veut dire que d'un point de vue confidentialité, ça garantit vraiment une pleine et entière confidentialité de vos données. Parfait. Quels ports sont utilisés? On a beaucoup de questions, hein. Quels ports sont utilisés pour la communication entre les clients iOS, Android et le serveur? Donc nous, on impose d'avoir de l'HTTPS pour la partie mobile. Donc, il vous faut des certificats, que ce soit ça peut être des self-signed certificates hein, pour les mobiles ou après des certificats Let's Encrypt. Donc, en tout cas, il faut une connexion HTTPS sécurisée pour le mobile. Donc, on va pour la partie authentification. Donc, on a on a comment des tokens JWT. Donc voilà. Et après, le protocole de communication va être HTTPS. Parfait. Donc on revient sur la question de tout à l'heure. Ouais. Donc on revient sur la question qui était de savoir si on pouvait changer toutes les entrées qui utilisent le mot de passe AD de l'utilisateur. Et donc c'est quand le mot de passe de l'AD est changé, est-ce qu'il faut repasser sur toutes les entrées qui sont synchronisées sur l'AD? Je ne sais pas si ça t'aide beaucoup plus. Alors, donc avec la partie SSO qu'on va faire de l'AD, donc c'est pour l'accès au système. Donc accéder à Passbolt, donc vous allez utiliser votre compte AD pour l'authentification. Après, la gestion d'accès à d'autres systèmes, en général, ça s'opère plus côté Azure AD pour pouvoir dire ce compte-là a accès à ou tel système. Les mots de passe que vous allez avoir je ne sais pas si je partage encore, euh, que Oui, vous oui. allez avoir dans le système, ça va être la plupart du temps des comptes partagés, des comptes sur des systèmes qui ne permettent pas d'avoir des comptes nominatifs via AD, par exemple. Donc non, bien évidemment, si vous changez votre mot de passe AD pour accéder après à Passbolt, bah, ça restera, il n'y aura pas de problème, vous pourrez toujours accéder au système. Par contre, nous, on va pas aller se connecter à l'AD pour savoir à quel outil l'utilisateur peut avoir accès. C'est totalement décorrélé. J'espère que ça répond à la question, mais après, pas hésiter à m'envoyer un petit email à max@passbol.com et on peut continuer la conversation. Ouais, pas de souci. Alors, il reste une toute petite minute, une toute dernière question qui me semble quand même très importante. Mhm. Est-ce que vous recommandez plutôt de s'auto-héberger ou bien d'héberger les mots de passe dans le cloud? Ça dépend vraiment de vos contraintes et de votre business. Nous, on trouve que c'est mieux l'auto-hébergement puisque ça vous donne vraiment beaucoup plus de contrôle sur vos données. Après, tout le monde n'a pas les compétences de maintenir des serveurs. Donc là,
on peut le mettre dans le cloud. Nous, on propose aussi un service de cloud et aussi un service de cloud enterprise. Donc, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement reproduire un hébergement local chez vous, mais dans un cloud qui est sécurisé. Donc, c'est-à-dire restreindre l'accès à certaines ranges d'IP derrière un VPN, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible si vous n'avez pas les compétences internes pour pouvoir l'héberger vous-même. Donc après, nous, on fonctionne vraiment désolé des buzzwords, dans du zero trust, zero knowledge. Hein. Donc nous, on n'aura aucun accès à vous donner. De toute façon, elles seront chiffrées sur les bases de données. Et il y aura une communication claire si jamais on doit intervenir sur les serveurs pour faire une maintenance. Merci Max. Toute dernière question, on va essayer de la faire courte. Est-ce qu'on sait rechercher un mot de passe sur Passbolt? Bien sûr. Donc tous les champs de métadonnées peuvent être cherchés. La seule chose qu'on va pas pouvoir aller chercher, c'est si la description est chiffrée. Malheureusement, là, on va pas pouvoir y aller, mais oui, on peut faire des recherches sur le resource name, le username, l'URL. Il y a pas de problème. D'ailleurs, chose que j'ai oublié de vous montrer, désolé, je vous ai parlé tout à l'heure de l'autofill. Donc là, comme je suis connecté, je vois un petit 1 parce qu'il y a un matching entre l'URL du site que je suis en train de visiter et le password dans sa liste. Donc après, je peux venir le sélectionner pour pouvoir venir l'injecter dans le formulaire. Donc ce qu'on appelle nous l'autofill. Donc ça marche pour tous les sites où il y a des formulaires et ça marchera aussi pour les mobiles sur les applications et aussi sur les navigateurs du téléphone. Super. Merci Max. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions. Surtout, n'hésitez pas si vous avez encore des questions sur le produit. On va vous envoyer dans le courant de la journée le support de présentation de Max. Vous aurez aussi ses coordonnées. Vous pouvez nous contacter après si vous avez encore des questions ou si vous êtes intéressé par le produit. Et on se fera un plaisir de venir vous expliquer tout ça un peu plus en profondeur. Un grand merci à toi Max. On voit que tu es passionné par ton sujet. Il est maintenant Merci. temps D'aller de manger. voilà, d'aller manger. De vous souhaiter un bon appétit à tous et puis à très bientôt. Bonne journée tout le monde. Merci Merci. pour l'écoute. Au revoir. Au revoir.